Le 31 mars 1949, à 23h59 précises, Terre-Neuve-et-Labrador a fait son entrée dans la Confédération canadienne. Mais une première élection consacrée à la possibilité d'une telle union avait déjà eu lieu 80 ans plus tôt. Dans les années 1860, pendant une période de 5 ans, le thème de la Confédération a monopolisé les discussions politiques sur le territoire qu'on connaissait alors sous le nom de colonie de Terre-Neuve. Tout cela a commencé en 1864. À l'époque, le Canada était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il s'agissait alors d'une colonie britannique connue sous le nom de Canada uni, qui était composée du Haut-Canada et du Bas-Canada. En septembre 1864, le Canada uni évaluait la possibilité d'une union avec d'autres colonies britanniques établies en Amérique du Nord. La conférence de Charlottetown a rassemblé des délégués de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard et du Canada uni. C'est lors de cette conférence que la mise en marche du projet de confédération a été amorcée. Le mois suivant, une seconde conférence a eu lieu à Québec. Cette fois, Terre-Neuve a décidé d'envoyer 2 délégués. Ils avaient été choisis avec soin pour représenter les 2 partis politiques de la colonie, ainsi que ses 2 principales confessions religieuses. Frederick Carter représentait le Parti conservateur, lequel gouvernait alors la colonie, ainsi que la population protestante. Il était accompagné du chef de l'opposition libérale, le catholique Ambrose Shea. Les 2 hommes se sont rendus à Québec sans autre intention que de recueillir de l'information. Ils pouvaient prendre part aux discussions, malgré leur statut d'observateur, mais ils n'étaient pas autorisés à prendre quelque décision que ce soit au nom de Terre-Neuve. Néanmoins, la Conférence de Québec a transformé Carter et Shea en ardents partisans de la Confédération. Avec les autres délégués, ils ont participé à l'élaboration des 72 résolutions exposant les conséquences de la Confédération. Ces résolutions concernaient différents sujets, tels que le nombre de sièges qui seraient accordés à chacune des provinces dans une chambre des communes fédérales, la gestion des ressources et le partage des moyens financiers. Le 1er décembre 1864, ces résolutions ont été publiées dans les journaux locaux. Le débat a vite enflammé tout le territoire de Terre-Neuve. Les marchands et la population de confession catholique se sont opposés presque aussitôt au projet. Les marchands craignaient que la Confédération leur impose de nouveaux impôts et droits de douane. Ils croyaient que cela pourrait nuire à leurs affaires, lesquelles dépendaient principalement de l'exportation et de l'importation de marchandises. Leur gagne-pain était incertain. Les prix risquaient de fluctuer de façon spectaculaire sur le marché international et une multitude de facteurs étaient susceptibles d'influencer l'offre et la demande, notamment la guerre, la politique étrangère et même la température. Pour continuer à faire du profit, les marchands de Terre-Neuve devaient être libres d'acheter et de vendre des marchandises où ils voulaient et au meilleur prix qu'ils pouvaient obtenir. L'adhésion au Canada pourrait les priver de cette flexibilité à cause des droits de douane fédéraux. Les marchandises achetées dans les autres provinces canadiennes seraient certes moins chères, mais les droits de douane augmenteraient le prix de toutes les importations. C'était de mauvais augure pour les marchands de Terre-Neuve, car ils faisaient surtout des affaires à l'extérieur de l'Amérique du Nord britannique. Les provinces continentales achetaient environ 5% des exportations de la colonie et elles fournissaient environ 16% de ces importations. La communauté catholique éprouvait aussi une certaine méfiance envers la Confédération. La plupart des catholiques de Terre-Neuve étaient d'origine irlandaise. Ils affirmaient que l'union de l'Irlande avec l'Angleterre, en 1800, n'avait occasionné que des problèmes. Pourquoi refaire la même erreur de ce côté-ci de l'Atlantique? Une autre de leurs préoccupations concernait le système scolaire confessionnel. Serait-il démantelé après l'adhésion de Terre-Neuve à la Confédération? Les arguments s'opposant à la Confédération ont touché une corde sensible chez les Terre-Neuviens. En revanche, les partisans de la Confédération ont multiplié les efforts pour se rapprocher de la population. Ils déclaraient que l'adhésion au nouveau Dominion du Canada garantirait de meilleurs services publics ainsi qu'une économie à la fois plus performante et plus stable. En tant que membre du nouveau Grand Dominion, Terre-Neuve serait moins isolée et plus attrayante pour les gens d'affaires fortunés souhaitant investir dans l'exploitation des ressources minières et forestières, ce qui favoriserait la diversification de l'économie. Ces arguments, qui semblaient plutôt vagues, n'ont pas réussi à rallier beaucoup de gens. L'opposition à la Confédération était si grande que les conservateurs au pouvoir ont renoncé à demander à la Chambre d'Assemblée de se prononcer sur les résolutions de Québec lors de la session de 1865. La même année, un changement a eu lieu au sein du gouvernement. En avril 1865,
Sir Hugh Oyles, a démissionné comme premier ministre pour devenir juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve. Frederick Carter a remplacé Oyles comme chef des conservateurs et il a mené son parti à la victoire lors de l'élection générale de novembre 1865. Carter est resté partisan de la Confédération, mais il a promis de laisser la population décider si elle souhaitait adhérer ou non au Canada lors de la prochaine élection générale prévue en 1869. Pendant ce temps, le Canada uni a poursuivi ses efforts pour promouvoir le projet de confédération auprès de la population des colonies maritimes. Il a conclu un accord avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick en 1867 lors de la signature de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et de la création du nouveau Dominion du Canada. Contrairement à Terre-Neuve, les gouvernements de ces colonies n'ont pas demandé à la population de se prononcer au sujet de cette adhésion. Pendant ce temps, Terre-Neuve a attendu jusqu'à l'élection de novembre 1869 pour décider de son sort. Les conservateurs et les libéraux étant divisés à ce sujet, les candidats ont créé deux nouveaux partis, les confédérés et les anti-confédérés. Les anti-confédérés ont trouvé un chef redoutable en la personne de Charles Fox Bennett, un éminent marchand et propriétaire de mines de St. John's. Parmi ses partisans, on comptait un grand nombre de marchands et d'anciens libéraux, ainsi qu'une majorité imposante de catholiques. Le premier ministre Carter a mené la campagne en faveur de la Confédération, mais il ne pouvait pas compter sur le soutien habituel de la population protestante puisque ses membres étaient divisés sur cette question. Plusieurs membres de l'ancien Parti conservateur qu'il dirigeait ont changé de camp pour donner leur appui à Bennett. Ce fut notamment le cas de nombreux marchands. Les anti-confédérés ont mené une campagne efficace qui a su captiver les électeurs. Ils alléguaient qu'un gouvernement canadien imposerait des impôts élevés et enrôlerait obligatoirement les jeunes hommes dans les forces armées canadiennes. Bennett admettait que les Terre-Neuviens bénéficieraient de quelques services publics additionnels s'ils faisaient partie du Canada, mais ils seraient contraints de sacrifier leur indépendance en échange. Une chanson populaire anti-confédération mettait les gens en garde. En échange de quelques milliers de dollars d'or canadiens, il ne faudrait pas qu'on dise que votre droit de naissance a été vendu. À l'inverse de Bennett, les confédérés de Carter ont mené une campagne terne qui a eu peu d'impact émotionnel sur les gens. Ils affirmaient que le Canada allait améliorer les liaisons pour les bateaux à vapeur à Terre-Neuve, en Amérique du Nord et en Europe. Cela ferait en sorte que la colonie serait moins isolée et plus attrayante aux yeux des investisseurs étrangers. Un redressement économique récent dans la colonie a eu pour effet d'affaiblir les arguments de Carter. Une mine de cuivre a été ouverte à Tilt Cove en 1864. Bennett en était le propriétaire. Et en 1869, l'industrie de la pêche a connu un succès inhabituel. Des progrès notables ont aussi transformé les domaines des communications et des transports à cette époque. En 1866, un câble télégraphique transatlantique a été posé à Heart's Content, ce qui a fait de cette petite communauté une plaque tournante des communications internationales. On commençait aussi à utiliser des bateaux à vapeur pour la chasse aux phoques et le service postal. Un vent d'optimisme soufflait sur la colonie, qui croyait de plus en plus qu'elle pourrait survivre et prospérer par ses propres moyens. À la suite de l'élection, les anticonfédérés ont remporté une victoire écrasante, 21 sièges contre 9. Il était indéniable qu'une majorité importante d'électeurs était fermement opposée à la Confédération. Terre-Neuve allait donc préserver son indépendance, pour le moment.